Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Selon les statistiques, il y a désormais plus de chats que de chiens en France. On compte alors environ 9 millions de chats pour 8 millions de chiens. Des compagnons à quatre pattes auxquels Franck Ferrand a choisi de consacrer ce numéro d'au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous parlez des chiens et des chats, mais nous allons évoquer aussi aujourd'hui les canaris, les poissons rouges, les souris blanches et les lapins angora, peut-être même les iguanes ou les mygales, que sais-je. Comment les animaux de compagnie ont-ils évolué à travers les siècles? C'est la question que nous allons nous poser cet après-midi. Alors j'imagine que nos auditeurs vont avoir des questions à vous poser justement. Nous attendons leur réaction sur le site internet d'Europe 1. Oui, et tout à l'heure dans le récit, je vais vous parler des petits chiens de nos ancêtres au XVIIe et XVIIIe siècle, leur place dans la maison, leur toilettage à l'époque, leur nourriture. Et vous verrez que finalement, tout ça n'a pas tellement changé. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Je viens de passer le week-end, figurez-vous, dans une maison de montagne dont toute la décoration se trouve être à la gloire des chiens. Grands et petits, chiens de chasse ou de salon, forts ou graciles, toujours fidèles. Des chiens partout. Des parquets au plafond, peints, dessinés, gravés, marquetés, brodés sur les coussins, fondus en bronze au manteau des cheminées, sculptés dans le bois pour en faire des jouets, des boîtes, des automates et des serre-livres, taillés dans le verre, en cendrier, creusés même dans le granit ou l'onyx. Imaginez une kyrielle de petits fox terriers en argent courant sur leur bord d'un grand plateau ovale. Songez à une famille de griffons découpés jadis dans du carton et qu'on a monté en sous-verre à la manière d'un diorama. Visualisez une portée de coquers en terre cuite et même sculpter sur les pieds d'un fort guéridon des bassets Hund qui s'étirent en suivant les veines du bois. Caniches de cristal, bergers de porcelaine, schnauzer d'étain et des lévriers très élégants comme il se doit, à la tête polychrome sur un corps métallique, et des jacks espiègles en sous-boc tirés de vieilles publicités, et des porte-menus à silhouette de Saint-Bernard, avec le tonnelet, bien entendu. C'est peu dire que ce cadre canin, je devrais dire cynophile et même cynolâtre, m'a inspiré pour concevoir l'émission d'aujourd'hui, et d'autant plus que j'avais sous la main comme livre de chevet le dictionnaire des chiens illustres du docteur de Montois, André de Montois, qui nous fait l'honneur d'être des nôtres. Il viendra nous parler tout à l'heure des chiens qui ont marqué l'histoire. Mais revenons à cette belle maison dont j'arrive tout droit. J'ai encore à l'esprit au mur du salon une gravure du XVIIIe représentant un grand chenil italien tenu dans les règles de l'art. Et non loin sur le même mur, sous une patère de cuivre à tête de braque, un chromo indien représentant Vishnu entouré de gentils avatars à quatre pattes. Et puis, tout près, sur une étagère remplie de chiens de tout pays, cette figurine en Murano représentant l'Anubis des Égyptiens. Vous savez, le chien chacal en charge des âmes trépassées. Le tour du monde, en somme, en quelques chiens. J'ai eu le temps, durant ce week-end, de prendre la mesure du phénomène et j'ai bien dû admettre que les artistes de tous les âges, de tous les continents, se sont largement inspirés de la gent canine. Parfois, l'animal est relégué tout au bord de la toile, il se glisse discrètement dans le coin d'une scène de genre. Parfois, au contraire, il se taille, si j'ose dire, la part du lion pour s'imposer comme le sujet même de la composition. Les scènes les plus touchantes, me semble-t-il, sont encore celles où l'on voit un bon chien soupirer le regard éploré au chevet de son maître malade, c'était le sujet de nombreuses gravures au XIXe siècle, ou bien hurler à la mort sur la tombe de sa maîtresse défunte, ça c'est très romantique, correspondant d'émotions dans un règne parallèle au nôtre. Un règne animal où les chiens ne sont pas les seuls, j'ai bien cherché pendant ces 2 jours l'ombre d'un chat, ne serait-ce qu'en dessous de plat ou sur un paillasson, en vain, des chiens, seulement des chiens. Que les amis, que dis-je, que les amoureux des chats qui nous écoutent se rassurent, je ne ferai pas mien cet exclusivisme et je vais demander de ce pas à mon premier invité, Jean-Pierre Digard, qui connaît les animaux de compagnie comme personne au monde, de nous parler non seulement de chiens mais aussi de chats, ainsi que d'un certain nombre d'autres compagnons des humains, d'autres animaux qui depuis la nuit des temps ont aidé les hommes à vivre par leur présence et leur confiance. Les Pink Floyd sur Europe 1. Seamus, on s'intéresse aujourd'hui, vous l'avez compris, aux animaux de compagnie. À tout de suite.
Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec votre premier invité, Franck, sur Europe 1, il s'agit de Jean-Pierre Digard, qui est anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS, auteur notamment de L'homme et les animaux domestiques, anthropologie d'une passion chez Fayard. Bonjour Jean-Pierre Digard. Bonjour. Vous teniez quasiment en préambule à cette émission à établir une distinction nette entre animaux de compagnie et animaux domestiques. Oui, parce que dans notre société presque totalement urbanisée, qui a très éloignée de ses racines rurales, on a oublié ce que c'est que les animaux. Et on confond très souvent ces deux notions. Les animaux de compagnie sont la plupart du temps des animaux domestiques, mais tous les animaux domestiques ne sont pas des animaux de compagnie. Et même tous les chiens, on a tendance à dire animaux de compagnie, on pense chiens et chats. En réalité, tous les chiens ne sont pas des animaux de compagnie. Les chiens de travail ne sont pas des animaux de compagnie. Les chiens de traîneau des Esquimaux ne sont pas des animaux de compagnie. Les chiens de travail, nous en disions un mot à l'instant, ce sont ces chiens qui servaient, par exemple, à actionner des machines en tournant dans des roues, par exemple, ou à tirer de petits chariots dans certaines manufactures. Encore maintenant, les chiens de police, les chiens de pompiers, les chiens de secours, les chiens de berger sont des chiens de travail. Alors, depuis quand peut-on parler d'animaux de compagnie ? Est-ce que les petits chiens que l'on voit sur un certain nombre de bas-reliefs des mastabas égyptiens peuvent rentrer, d'après vous, dans cette catégorie ? Alors, il y a à la fois des différences de fonctions et surtout des différences d'échelle. Eh oui. Il est probable que le phénomène animal de compagnie est apparu dès la domestication du loup, puisqu'il ne faut pas oublier. Donc là, ça nous remonte quasiment avant le néolithique. Moins 13 000, fin du paléolithique, vers moins 15 000. Bon. En pleine préhistoire. Parce qu'on voit très fréquemment dans de nombreuses sociétés de chasseurs-cueilleurs, et ça se voit aussi, ça se voyait encore il y a peu de temps dans nos campagnes, quand des chasseurs tuent des animaux adultes, trouvent des petits, les chasseurs ramènent les petits chez eux, et par exemple, ça se voit fréquemment dans les sociétés d'Indiens amazoniennes, confient ces petits animaux aux femmes qui les élèvent avec et presque comme leurs propres enfants, quand c'est des mammifères, même en les nourrissant au sein. Et ces enfants, dès lors qu'ils ont été nourris par les femmes, deviennent tabous. C'est-à-dire qu'on ne peut plus les tuer pour les manger. Et ils suivent les femmes comme leur mère de substitut. Donc ça, c'est pour les carnassiers, ce sont les premiers loups apprivoisés, qui sont les ancêtres des chiens. Voilà, oui. Alors ça se trouve pour des pécaris, des perroquets, des singes, etc. Bon. À l'origine de la domestication, le premier animal domestiqué, le loup qui a donné le chien, c'est du moins l'origine principale. On peut faire l'hypothèse, car on n'en trouve aucune trace archéologique, évidemment, on peut faire l'hypothèse que des jeunes loups ramassés par des chasseurs aient été rapportés au campement et élevés, peut-être même au sein, par des femmes, etc. Et se seraient attachés donc aux humains. Bon. Est-ce que c'est un phénomène marginal ? Est-ce que ça a contribué à la domestication ? Je pense plutôt que c'est un phénomène marginal. Mais donc, le fait de s'entourer d'animaux de compagnie pour ne servir à rien d'autre qu'à la compagnie humaine, car c'est ça le critère définitoire universel de l'animal de compagnie, c'est de ne servir à rien d'autre qu'à la compagnie, précisément. D'où le hiatus qui existe, qu'on doit faire entre animal de compagnie et les autres animaux domestiques qui sont les autres. Ce sont évidemment ce qu'on appellera plus tard les animaux de ferme. Alors d'abord le cheval, peut-être quand même. Non. Ensuite, c'est le groupe le porc et les grands ruminants, donc bœuf, caprin, ovin, et puis troisième vague qu'on va élever pour se nourrir là cette fois, directement ou indirectement. D'abord, on cherche à protéger les premières cultures, car ce sont des voleurs de culture. Prédateurs, oui. Donc on les enclos. Quand les cultures étaient pas très développées, c'était facile d'enclore les cultures. Quand les cultures ont commencé à élargir, on s'est dit que c'était plus facile d'enclore les animaux. Bon. Et puis la troisième vague de domestication, c'est le cheval, l'âne, les camélidés. Bon. Voilà en gros les trois vagues. Et puis il y a eu d'autres domestications, l'éléphant d'Asie, le renne en Sibérie, et dans le nord de l'Europe, etc. Alors dans une antiquité beaucoup plus proche de nous, lorsqu'on regarde les belles peintures d'Apelle, on voit des oiseaux exotiques chez les Romains, on voit des petits chiens évidemment dans le coin de certaines scènes de Pompéi ou de Herculanum. Donc il y avait bien des animaux de compagnie chez les Grecs et les Romains. Voilà.
Oui. Alors, ensuite, il y a eu on peut identifier dans l'histoire deux vagues principales de poussée, je dirais, de l'animal de compagnie. C'est dans l'Antiquité grecque et romaine, d'une part, et ensuite, en Europe occidentale, au retour de la conquête du Nouveau Monde. Et voilà, parce qu'on rapporte du Nouveau Monde des animaux un peu et exotiques. Dans les deux cas, c'était un contexte colonial où les gens rapportaient de pays étrangers des habitudes et des animaux qui étaient pour eux exotiques. D'où le succès, un peu de mode, qui s'est emparé, mais ça touchait les élites, les dames romaines, que certains chroniqueurs grecs brocardaient parce qu'elles se trimballaient toujours avec un singe sur l'épaule, on trouvait ça ridicule. Et on retrouvera la même chose au XVIe siècle, effectivement. Voilà, c'est ça. Et ensuite, un phénomène de cour, les chiens de manchon, les chiens de tendresse des dames, etc. Le but est non seulement d'avoir une compagnie, mais peut-être d'étonner un peu son Oui, c'est ça, sans prochain, doute, il y a un mélange de motivation comme ça. Mais ça reste, dans les deux cas, ça reste quand même relativement marginal et un phénomène un peu de mode, un snobisme d'élite, je dirais. Alors, le chat, le chien de la maison tels que nous les connaissons aujourd'hui, c'est plutôt à la fin du XVIIe siècle qu'il faut en voir l'origine. Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1. Le chat sur Europe 1, composé par Gioacchino Rossini, interprété, s'il faut les citer, par Victoria de Los Angeles et Elisabeth Schwarzkopf. De merveilleuses voix d'or, évidemment. Alors, ces chats qui ont été, depuis la nuit des temps, des animaux domestiques, ne deviennent des animaux de compagnie que très tard, finalement. On peut même dire à l'époque moderne, Jean-Pierre Digard. Oui, c'est exact. Et si les chats étaient domestiqués depuis très longtemps et même sacrés en Égypte, c'est justement à cause de leur rôle de prédateurs des rongeurs, qui étaient précieux pour protéger les vivres et les greniers à céréales des humains. Bon. Plus tard, il y aura les petits chiens râtiers qui vont jouer. N'anticipons pas. Vous avez raison. Et donc, le chat a été, jusqu'à l'époque presque contemporaine, d'abord un prédateur des rongeurs. Mais pour être un prédateur de rongeurs, il faut pas qu'il soit gavé de pâtés et abreuvé de caresses. Donc c'était un chat un peu teigneux. Et puis il s'est passé, alors ce qui n'exclut pas que dans certains cas il y a eu on connaît des cas d'écrivains notamment qui avaient. Bien sûr. Mais ça restait relativement marginal. La date à retenir dans l'histoire du chat, c'est 1727. 1727, c'est la date très, très précise et très connue de l'arrivée en Europe du rat gris. Notre rat d'égout actuel, qui vient d'Orient et qui envahit l'Europe, d'où il repousse le rat noir, il repousse dans les étages de rat noir. Or, le chat qui était un prédateur des souris et du rat noir devient inefficace face au rat d'égout qui est plus gros et plus agressif. D'où l'utilité du chat râtier, du chien râtier. Du chien, oui. Voilà. Qu'on dressait. Et alors du coup, le chat est un peu au chômage. Alors du coup, le chat réduit au chômage technique devient du coup un animal de compagnie, puisque devenu utile. Et ça illustre bien encore l'antinomie qu'il y a entre le travail, l'utilité et la compagnie, qui est de ne servir à rien d'autre qu'à la compagnie. Vous avez parlé d'écrivain, c'est vrai que le chat a cette image un peu intellectuelle en quelque sorte. Il est le compagnon des créateurs. Parce qu'il roupille beaucoup, donc il ne trouble pas l'inspiration. Alors, on parle des chiens, des chats. Il faudrait parler d'autres animaux, notamment parce que, alors, au XVIIIe siècle, il suffit d'aller voir dans les toiles de Boucher, par exemple, l'oiseau en cage devient vraiment fait partie de tous les foyers, de tous les intérieurs. Oui. Il y avait depuis le XVIIe siècle et même depuis la fin du Moyen Âge un commerce très important d'oiseaux de cage c'est l'origine du marché aux oiseaux qu'on connaît à Paris. Et au XIXe siècle, on dit toujours que le canari c'est l'animal de compagnie du pauvre. Oui, oui. Bon, parce qu'il prend pas de place, il n'est pas gênant, ça mange pas beaucoup. Il ne coûte pas cher à nourrir. Voilà. C'est vrai que on peut trouver des oiseaux, mais il en existe aussi de races très rares qui évidemment font la fierté d'un certain nombre de grandes dames. Canaries. Alors, dans la maison où je me trouvais, là, il y avait un certain nombre de gravures représentant des concours de races canines
Et ce sont toutes des gravures, donc début 19e, elles sont anglaises. C'est que les Anglais ont joué un rôle particulier ? Oui, Ouais. dans l'histoire de la zootechnie et notamment dans l'histoire de l'invention de la notion de race et de la constitution de la notion de race avec la définition de standards et l'inscription de généalogie, les Anglais ont joué à partir du XVIIe siècle un rôle tout à fait fondamental. Et en France, ça s'est développé dans le milieu ou dans le courant du XIXe siècle, d'où avec les concours agricoles, des concours de race pour chiens, pour chats, etc., où il s'agit de vérifier que chaque chien, pour être autorisé ou chaque autre animal à l'intérieur de chaque race, pour être autorisé à la reproduction, doit être conforme à un standard et avoir une généalogie reconnue. En France, on va mettre en avant un certain nombre d'espèces, de races de chiens qui sont... Ne confondez pas espèces et races. Oui, alors précisez-nous, tiens, ce sera fait. Eh bien, une espèce, c'est un ensemble de zoologiques constitués par des animaux qui peuvent se reproduire entre eux. Oui, donc ça c'est tout vrai. Alors, et à l'intérieur de chaque espèce, l'homme, s'il en a la fantaisie ou le besoin, construit des races, car les races sont une construction humaine, en sélectionnant des reproducteurs en fonction d'un standard ou d'une utilité ou des deux. Et donc c'est là que l'homme se prend un peu pour Dieu et va modifier la nature en quelque sorte. Je pense au petit chien Barbet qu'on voit sur tous les tableaux d'autrefois. Je dis toujours que l'homme fait de l'animal comme les enfants font de la pâte à modeler. Ah oui, c'est ça, en matière de chiens, on en est à 400 races, je crois. Bon, on n'arrive même plus à les compter. Les chats, c'est pareil. Est-ce qu'il y en a 100, 120, 200 bon, mais si avec des sociétés qui veillent évidemment des clubs à des de races, etc. Voilà. Mais si on avait dicté ces créations de races uniquement par des critères d'utilité, 4, 5, mettons 10 ou 12 races aurait largement suffi. Oui. Donc, encore une fois, c'est les Anglais qui sont venus raffiner les choses et qui sont venus nous apporter une sorte d'extrême sophistication. Ça leur ressemble bien. Aujourd'hui, nous dit Aurélie, il faudra compter sur 2 auditeurs supplémentaires à la maison, Eben le Dalmatien et Diabolo le Golden. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Avec un récit de Franck qui s'intéresse maintenant aux petits chiens de nos ancêtres au XVIIe et XVIIIe siècle. Vous nous avez dit tout à l'heure, Julia, qu'il y avait environ 8 millions de chiens en France. Eh bien, figurez-vous qu'en 1770, ils auraient été probablement environ déjà 4 millions. Sachant qu'à l'époque, il y avait beaucoup de chiens utilitaires, bien entendu, beaucoup moins de chiens de compagnie. Il y en avait quelques 200 000 à Paris pour une population de moins de 800 000 habitants quand même. Vous voyez la quantité de ces chiens, dont beaucoup étaient errants, il faut le préciser. Sous l'Ancien Régime, disons sous les règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, il faut distinguer le chien des villes du chien des champs et le chien de compagnie du chien de travail. Ce dernier, alors le chien de travail, il est surtout chargé de veiller sur les maisons, sur les troupeaux, d'éloigner les loups et les vagabonds, en tout cas dans les régions où subsistent les loups, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Il mène souvent la rude vie de chien de ferme, enchaîné dans l'avant-cour et plus ou moins pouilleux. Rien à voir avec le statut de son cousin citadin. Évidemment, dans les villes, nous dit l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, les chiens partagent nos logements, ils nous accompagnent lorsque nous sortons, ils savent plaire au point qu'il y a bien des gens qui en portent avec eux et qui les font coucher dans le même lit. Devenus joujoux de canapé, nous dit Buffon, le grand naturaliste Buffon, ces animaux qui de leur naturel sont très vigilants, très actifs et qui sont faits pour le plus grand mouvement, deviennent dans nos maisons par la surcharge de la nourriture si pesants et si paresseux qu'ils passent toute leur vie à ronfler, dormir et manger. Ce sommeil, ajoute Buffon, est accompagné de rêves et c'est peut-être une douce manière d'exister. Il devait avoir envie de ça, Buffon, quand on le connaît un petit peu. Chaque jour, les dames doivent peigner leur épagneul à cette époque, ça fait partie des occupations élégantes. Et pour les soins un peu plus élaborés que le simple peignage, alors on s'adresse déjà à des professionnels. En 1774, les demoiselles de Moncy et Varéchon, quai Pelletier, demandent 1 livre et 4 sols. C'est beaucoup, 1 livre et 4 sols. C'est l'équivalent aujourd'hui entre 30 et 45 euros. Pour tondre un chien, le saigner et lui couper les oreilles ou autre chose, précise leur pancarte.
c'est qu'à Paris, sous Louis XV, tout un commerce s'est développé autour de l'engouement du public et spécialement des dames pour les petits chiens. Ainsi, la demoiselle Guérin, rue du Bac, propose à la clientèle féminine toutes sortes de petits compagnons. D'autres marchands se tiennent sur le pont au Change ou sur le pont Neuf. Vous voyez que finalement, c'est une vieille tradition. Aujourd'hui, c'est le quai de la Mégisserie. On peut aussi acheter à bon prix un chien à des chiffonniers, notamment les chiffonniers de la rue Neuve-Saint-Martin, qui élèvent plus de 200 chiens. On le sait parce qu'il y a énormément de plaintes adressées au lieutenant de police parce que tous ces chiens, évidemment, passent leur journée à aboyer. Donc ça rend le quartier, semble-t-il, inhabitable. L'auteur du tableau de Paris, Louis-Sébastien Mercier, on a toujours recours à Mercier dès qu'il est question d'évoquer la vie quotidienne dans le Paris de l'Ancien Régime. Mercier préfère confier son chien Diogène à Thomas, qui est un toiletteur. Il est installé sur le Pont Neuf et il annonce avec un curieux sens de la ponctuation, voilà comment est formulé son écriteau. Thomas tond les chiens et sa femme va en ville. Ce qui veut dire simplement que son épouse peut aller à votre domicile pour peigner, pommader ou poudrer le chien de votre choix. C'est Solange Belin qui raconte cela. À l'époque, la profession de vétérinaire n'existe pas encore en tant que telle. Elle va naître dans le deuxième tiers du XVIIIe siècle et certains charlatans gagnent leur vie en proposant toutes sortes de remèdes contre les maladies du chien, contre la gale évidemment, qui est la maladie ordinaire, mais aussi contre la rage. Terrible maladie. Cette rage, on ne sait pas trop quoi faire. On conseille les bains de mer. Vous savez qu'Henri IV, notamment, avait envoyé son chien Fanor, qui était atteint de rage. Il l'avait envoyé à Dieppe pour y être immergé dans la mer. On invente des pommades mercurielles. On utilise l'opium et les antispasmodiques, l'herbe appelée calamandrine, qu'on fait cuire et qu'on pétrit avec du pain. Le plus souvent, tout simplement, on supprime les animaux, il faut bien le dire. Et notamment, le lieutenant de police donne l'ordre pendant les grands froids et dans les temps de canicule, je cite, « Des gens armés d'un bâton dont le bout est massif se promènent dans les rues et quand ils rencontrent des chiens d'une contenance suspecte, la tête penchée et la queue traînante, l'air égaré, alors ils les assomment. » C'est une lutte contre le vagabondage des chiens, mais ça ne sert en vérité pas à grand-chose. On voit les sentences se succéder, comme celle du 11 février 1741, qui défend aux propriétaires de chiens de les laisser errer dans les rues et qui prescrit de les tenir en laisse, non sans avoir aucun résultat probant, puisqu'on voit les chiens errants continuer à circuler dans les rues de Paris. Et alors à l'époque, on utilise relativement peu les laisses, donc les chiens se promènent à côté de leur maître, ce qui fait que souvent, ou de leur maîtresse, et souvent ce sont des domestiques qui promènent les chiens. Il est très rare qu'une dame descende pour promener son chien comme aujourd'hui, hein. Il y a des laquais pour faire ça, et évidemment on perd les chiens, alors on propose des récompenses, et l'on a encore aujourd'hui un certain nombre d'annonces qui proposent une récompense pour un petit caniche de 6 mois à poil blanc et à tête noire, ou pour un épagnol blanc taché de café au lait, ça c'est en 1768. La princesse de Carignan plus tard proposera 20 écus d'or à qui lui rapportera sa chienne Joanne. Là, ça devient très intéressant. Alors certains font mettre au cou de l'animal une petite plaque de cuivre. J'appartiens à monsieur Dupin de Franqueuil, receveur général des finances, rue Plâtrière, dit une petite plaque. On en trouve encore aujourd'hui chez les brocanteurs, de ces plaques. La plus jolie qu'on ait trouvée dit ceci, c'est un quatrain. On ne promet point de largesse à celui qui me trouvera, qu'il me rapporte à ma maîtresse, pour récompense il la verra. La passion du XVIIIe siècle pour les chiens n'est évidemment pas sans excès. De nouveau, Louis-Sébastien Mercier, qui adore son chien Diogène, je vous l'ai dit, il l'emmenait chez Thomas pour le faire toiletter. « Quand je vois sortir du lit d'une jolie femme un épagnol qui en fait sa loge, je n'ai plus envie d'y entrer, dit-il. » Et il peste par ailleurs contre, je cite, « les femmes du peuple qui ont des chiens qui font leurs ordures dans les escaliers. » De son côté, Madame du Défend avoue au sujet de son chien, qui s'appelle Tonton, « Il aboie, il mord, la liste de ses morsures et de ses manchettes déchirées est déjà longue. » On sait que le prince de Ligne ne supportait pas les chiens dans les appartements où il allait. Il disait que c'était les éteignoirs de la société, parce que souvent ils se mettent à aboyer au moment où la conversation devient un peu animée. Et il disait « Il n'est guère moral de voir des dames caresser 100 fois le jour un petit chien sans se demander ce que font leurs enfants, ou livrer à des chiens le pain qu'elles refusent aux pauvres. »
Mais alors au fait, que mangent-ils ces chiens du XVIIIe siècle? Eh bien, suivant la mode anglaise, certains maîtres commencent à leur donner de la viande de cheval crue. Mais on considère en France à l'époque que ça rend les chiens agressifs. Alors le plus souvent, eh bien, on leur donne toutes sortes de pâtés composés à base de farine, essentiellement, disons-le. Bien sûr, il y a les chiens de luxe qui mangent poulet gras, consommé, biscuits et morceaux de sucre, déjà à cette époque. L'encyclopédie nous dit que la plupart des chiens vivent surtout des restes de la table, et on les voit, précise Mercier, étudier les lavoirs des cuisines à bien graver dans leur tête l'heure à laquelle les cuisinières jetteront leur lavure. Ils s'emparent de tout ce qu'on jette et surtout quêtent les os à moelle, évidemment. Alors, évidemment, pour nourrir un chien, ça coûte un peu cher. Et un certain nombre de rapports de police demandent que les vagabonds n'aient pas le droit d'avoir de chien, parce qu'ils ont déjà du mal à se nourrir. Alors comment nourriraient-ils leurs chiens? L'auteur du dictionnaire universel de police, Des Essarts, dont on a pas mal parlé ici, dit ainsi en 1786... On devrait défendre à tous les compagnons manouvriers et autres gens dont les salaires suffisent à peine à leur nourriture d'avoir des chiens. Il faut croire qu'il n'en avait pas de chien, ce monsieur. D'ailleurs, il n'est pas entendu. Point de misérable qui n'ait dans son grenier un chien pour lui tenir compagnie, note Sébastien Mercier. Et par ailleurs, dit-il, la folie des femmes est poussée au dernier sur cet article. Elles sont devenues gouvernantes de Roquet et ont pour eux des soins inconcevables. Il est un peu jaloux, en fait, on a l'impression, Mercier. Marchez sur la patte d'un petit chien, vous êtes perdu dans l'esprit d'une femme. Un jour que les côtiers suggèrent à un indigent qui partage sa soupente avec un gros chien de se débarrasser de l'animal, il s'entend répondre « Me séparer de lui, mais alors qui m'aimera ?» Qui m'aimera? Telle est la grande question pour tous ceux de nos ancêtres qui, du moins, reconnaissent aux chiens la faculté de penser. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ce n'est pas l'opinion la plus répandue. Vous savez que depuis Descartes, nombreux sont les adeptes d'une théorie selon laquelle, je cite Descartes, c'est le discours de la méthode, il est plus probable de considérer que se meuvent comme des machines les vers de terre, les moucherons, les chenilles et tout le reste des animaux que de leur donner une âme immortelle. À quoi un philosophe des Lumières répondait « Soyez sûre, madame, que votre charmante Zémire n'est point un automate, et représentez-vous un homme qui aimerait sa montre comme on aime son chien, qui la caresserait parce qu'il s'en croirait aimé, voilà précisément si l'opinion de Descartes est vraie, quelle serait la folie de tous ceux qui croient que leurs chiens leur sont attachés et les aiment avec connaissance de ce qu'on appelle le sentiment. » Je vous ai pas dit au fait comment on appelait les petits chiens il y a 2 ou 3 siècles. Eh bien, ils s'appelaient, alors on peut relever un grand nombre de noms. Solange Belin a relevé les noms de Médor, Rosette, Pistolet, Sylvie, Cadet, Pato, Dorinde, Filou, Citron, Sultan ou Duc. En 1786, écrit-elle, conséquence du succès du ballet Mirza, la mode vint d'appeler tous les chiens Mirza. Et elle cite la baronne d'Oberkirch. On n'entendait que ce nom aux Tuileries et dans les promenades. Mirza, Mirza, on ne s'y reconnaissait point, ils tournaient tous la tête en même temps. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me... Vous n'avez pas vu Mirza sur Europe 1, Nino Ferreira, tout de suite pour la suite d'Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur Les chiens de Chopin sur Europe 1. Nous sommes toujours en compagnie de l'anthropologue Jean-Pierre Digard et nous a rejoint André de Montois. Il est docteur vétérinaire et auteur du dictionnaire des chiens illustres à l'usage des maîtres cultivés chez Honoré Champion éditeur. Bonjour cher docteur et merci de ce très joli titre déjà, dictionnaire des chiens illustres à l'usage des maîtres cultivés. C'est un peu flatteur mais c'est toujours agréable évidemment. Bonjour. Alors vous n'êtes pas le premier à vous intéresser aux chiens célèbres. Ça c'est assez étonnant. Ça existait déjà. Il y a eu au 19e siècle un certain nombre d'ouvrages. Le premier vraiment, c'est de Fréville, qui est à peu près contemporain du début de la Restauration. Oui, tout à fait. Et ensuite, c'est un ouvrage pour enfants. Oui. Ensuite, il y a un livre d'Elzéar Blaze, qui est un remarquable livre qui s'appelle L'histoire du chien. C'était un chasseur, il avait travaillé
travaillé. Il avait été lieutenant sous les armées de l'Empire, et donc il a été maire il était né à Cavaillon, il a été maire de Chennevières-sur-Marne, et aucune rue ne lui est consacrée. C'est un scandale. Oui, c'est assez étonnant. Alors, il y a dans votre dictionnaire des chiens extrêmement anciens, puisque vous nous parlez de chiens qui ont appartenu à des pharaons de la 5e dynastie. Donc là, Des Khéops. des Khéops même. Des Donc, comme ça, Khéops. voilà. Le premier nom de chien connu s'appelait Abaker. Abaker. Alors, on connaît le nom des chiens égyptiens, parce qu'en général, ils l'avaient porté sur leur collier. Alors, il court très vite, il est tout noir, etc. Mais Abaker, on ne sait pas. Et puis, il y a des chiens extrêmement récents, puisque vous nous parlez même du chien qui a participé à l'assaut contre Oussama Ben Laden en 2011. C'est le tout dernier, c'est Cairo. Et donc, c'était un Malinois. Il a été représenté par un berger allemand pas très joli dans le film Zero Dark 30. C'était un chien qui portait une combinaison par balle, qui était relié par GPS, par antenne à son maître, qui portait des munitions, etc. Mais là, on ne voit rien dans Zero Dark 30. Alors tout à l'heure, nous allons parler des chiens qui sont célèbres parce qu'ils ont été les chiens d'un certain nombre de personnalités, ça bien entendu. Mais j'aimerais qu'on commence par les chiens qui ont réussi à se rendre célèbres par eux-mêmes. Il y a des chiens héros, en quelque sorte, pas seulement au cinéma. Il y en a quelques-uns. Alors, on pense à Duby, par exemple. Qui a aidé son maître à traverser le détroit de Bering. Qui a traversé le détroit de Bering avec son maître pour arriver dans une île de Sibérie. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Le maître avait cru voir, mais c'était un mirage, quelque chose en face, mais c'était forcément un mirage. Et vous racontez aussi le cas de ces chiens qui ont sauvé une expédition dans le Grand Nord. Hein. Ça, c'est tout à fait extraordinaire, en emportant des chiens de traîneau, là, cette fois. Oui. Mais l'exploit le plus extraordinaire, c'est celui de 2 chiens japonais, des huskies de l'île de Sakhalin, qui ont passé tout seuls, 100 mètres, un hivernage dans l'Antarctique. Or, dans l'Antarctique, il n'y a pas de mammifères terrestres. Il y a quelques éléphants de mer qui passent, il y a quelques oiseaux qui sont des On est à quelle époque à peu près, là ? On est en 1958. Il y a eu 2 films qui ont été tirés là-dessus, ils s'appelaient Antarctica. Voilà. Les chiens s'appelaient Taro et Giro, je les ai retrouvés là. Ouais. Voilà. Et donc il y avait Barry aussi, qui est célèbre puisque c'était le grand sauveteur du début des années 1800 au col du Grand Saint-Bernard. Et alors il a été représenté, mais c'est une invention de Landseer, le petit tonneau de Rome, bien qui sûr. est c'est une invention du peintre anglais. C'est dommage, c'était tellement joli. Oui, c'était charmant. Alors, il y a bien sûr des chiens auxquels on fait faire toutes sortes de tours savants. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai eu une petite chienne, moi, qui faisait toutes sortes de choses absolument incroyables, quasiment sans qu'on le lui apprenne. Elle avait ça en elle, si je puis dire. C'était assez étonnant. Vous parlez des chiens calculateurs de Mannheim, par exemple. Ah oui, alors ça, c'est une mode qui a suivi les chevaux calculateurs. C'est tout de suite après la Première Guerre mondiale. Et donc, on s'est mis à dire que les chiens étaient intelligents, qui savaient écrire. Alors, pour la lettre A, on tapait un coup, pour la lettre B, on en tapait 2, etc. Et donc, qui répondaient à tout. Alors, puisque les chevaux étaient intelligents, on a fait les chiens intelligents. Et le plus... Tout ça était très truqué, quand même, il faut préciser. Mais ils répondaient aux instructions de leur maître. Mais il y en a un qui restait célèbre en France, c'est un dénommé Zou, qui a été produit bien sûr, et on a fait des vers fantastiques. Zou, ton joli nom caresse et résonne, c'est une douceur de le prononcer, on dirait un vol d'essaim qui bourdonne et passe rapide à badiner. Alors ça c'est long, hein. Quel est le secret, quel est le symbole caché sous ton front, ton beau front soyeux? Je voudrais que dire, t'offre ta parole, que semble parfois réclamer tes yeux. Est-ce qu'on peut dire que le statut de chien célèbre est une sorte d'ultime étape dans l'appropriation, dans l'humanisation, dans l'anthropomorphisme? Est-ce qu'on peut dire que finalement, reconnaître un statut de célébrité à un chien, Jean-Pierre Digard, c'est l'admettre comme quasiment, sinon légal, du moins le compagnon de l'homme? Là, c'est une question qui m'embarrasse. Une question philosophique, hein. Oui. Tout dépend je crois que la réponse à la question dépend de savoir qui l'a rendu célèbre. Et voilà. Est-ce que c'est un auteur comme l'auteur de ce dictionnaire, ou est-ce que c'est la rumeur
Alors justement, qui étaient les chiens de Walter Scott, de Victor Hugo, de Louis XIV ou de la reine Victoria? C'est ce que nous voyons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec une émission consacrée aujourd'hui sur Europe 1 aux animaux de compagnie de l'Antiquité à nos jours, Franck. Et oui, alors ce qui est amusant, c'est de voir quels étaient les chiens des personnalités très célèbres. Alors il y en a un qui est resté, qui est entré dans les annales, on peut dire. C'est le petit chien, le caniche, qui suivait partout le roi Louis XV. Il s'appelait Filou. Filou. Et il a été tué par mégarde, je crois que c'était En 1763, oui, ça a eu lieu, l'accident de chasse. On s'attendait à C'était le marquis de Duras, en fait. Le marquis de Duras, voilà. Je cherchais le nom du cru, du cépage, mais je ne le trouvais pas. Et donc, on a marquis de Duras est un des gentilshommes de la chambre du roi, donc il est très proche du souverain. Oui, par mégarde à la chasse. Ah, ça c'est terrible. Hein. Et donc, pendant 2 jours, on attendait une sanction. Et puis Louis XV a été généreux, mais il ne s'en est jamais remis. Il n'a jamais plus repris d'animal de compagnie directe. En tout cas, il avait des voilà, mais chiens. il a toujours été triste du départ de Filou. Alors Victor Hugo, ça c'est un cas assez remarquable. Victor Hugo a eu plusieurs chiens, donc il y en a qu'il a mis en vers, donc Chounia et Ponto, mais surtout il avait un chien qu'il appelait Sénat, pendant qu'il était en exil, parce que le Sénat était aux ordres de Napoléon III. Voilà. Et ça devait beaucoup faire rire ses visiteurs, forcément. Voilà. Et puis alors, plus près de nous, le roi Édouard VII, par exemple, et la reine Mary, et la reine Alexandra, avaient des chiens en quantité. D'ailleurs, il faut dire qu'à la cour d'Angleterre, le chien est bien vu. Alors, le chien, il suffit de voir la reine actuelle. Hein. Très bien vu. La grande mode commence avec la reine Victoria, voilà, qui en avait des chenilles extraordinaires. Qui les faisait peindre par Qui les faisait peindre, et bon, Landseer nous a laissé des superbes... Magnifiques, hein. Des superbes peintures. Et donc, Édouard VII se trimballait à travers toute l'Europe avec son chien qu'il appelait Caesar, et donc qu'il dispensait de toute législation sur la race en disant c'est moi qui fais la loi, donc je peux amener mon chien où je veux et je peux le ramener quand je veux. Et donc quand il est mort, il a demandé, sa dernière volonté a été de faire venir Caesar au bord de son lit. Ses funérailles étaient quelque chose d'extraordinaire. On voyait le corbillard du roi, traîné par des chevaux. Un peu plus loin, le chien, tenu en laisse. Un peu plus loin, la famille royale. Et ensuite, une ribambelle extraordinaire en redingote, d'ambassadeurs, etc. Donc, et il y a eu une superbe petite plaquette qui s'appelait « Where's Master ?» « Où est mon maître ?» signée par Caesar, qui soi-disant avait écrit ces pages tristes. C'est vrai que c'est une image qui est toujours très émouvante. Hein, le chien conscient du deuil, et Dieu sait qu'ils le sont, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a un chien parmi ces chiens de célébrité qui retient plus particulièrement votre attention? Il y en a beaucoup qui m'ont amusé. En particulier les chiens de Citron, le chien d'Henri IV. Vous Citron, parliez de le ça chien d'Henri hors IV. micro. Oui. Le chien d'Henri IV qui avait été abandonné par son maître, et donc le poète Agrippa d'Aubigné en a profité pour en faire le reproche public, et si bien que le fidèle citron qui couchait autrefois sur votre lit sacré couche or sur la dure, c'est ce fidèle chien qui a pris de nature à faire des amis et des traîtres le choix. Et ça se termine, courtisans qui jetaient vos dédaigneuses vues sur ce chien délaissé, mort de faim par les rues, attendez ce loyer de la fidélité. Dictionnaire des chiens illustres à l'usage des maîtres cultivés du docteur André Dumontois. Vous parlez aussi des chiens des conquistadors, des grandes expositions canines dont on parlait tout à l'heure, des chiens de guerre, bien entendu, oui. Hein, non seulement ceux de 14-18, mais ceux du Vietnam, par exemple. Ceux du Vietnam. Il y a énormément qui ont été pour la plupart abandonnés puisqu'ils étaient considérés comme matériels. C'est une mine, littéralement. Alors, on a beaucoup parlé de chiens, peu parlé de chats, et quasiment pas parlé du reste. Il faut dire que depuis une trentaine d'années, un certain nombre de nouveaux animaux de compagnie sont apparus. Les nacs. Les nacs. Jean-Pierre Digard. Alors, les nacs, c'est un... On sait que ce qui fait l'intérêt de la compagnie, c'est que chacun peut y trouver à la fois à la hauteur de sa bourse, mais peut avoir un animal qui lui ressemble ou qu'il aime exhiber, que c'est un peu l'animal miroir ou l'animal faire valoir. Donc on peut penser qu'un certain nombre d'amateurs d'animaux ne se contentent pas des images renvoyées par le chien ou le chat et ont tourné leur dévolu d'abord vers
des cercles plus proches, comme le furet et le rat, qui sont des... Qui servaient déjà à la chasse depuis longtemps, le furet, pas le rat. Le furet servait à la chasse depuis longtemps, mais c'est donc pas un animal de compagnie. Le rat encore moins. Or, le rat, avec le rat punk, le rat, même au lycée Janson de Sailly, à un moment, il y avait une grande fureur du rapisseur. Le grand chic, c'était le rapisseur. En fait, il pissait sur l'épaule, ça faisait tellement râler les parents. C'était double bénéfice. En fait, c'est la révolte en fait de l'adolescence. Et alors maintenant, il y a des reptiles, des araignées, etc. Donc, oui, on a des espèces d'aquariums chez soi avec des pitons. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Et il y a même à Paris un grand magasin, presque une grande surface qui propose des animaux de ce type-là. Est-ce que ces animaux sont capables de rendre à l'homme l'affection qu'il leur donne ? Vous savez, ce qui est important, c'est ce qu'on y voit. Moi, je me souviens d'avoir vu un propriétaire de Varan me disait, regardez, quand je le caresse sur la tête, il ferme les yeux. Forcément, il avait peut-être peur de la main qui approchait. Il dit, et le propriétaire disait, mais surtout, faut les caresser dans le sens des écailles. Ah oui. Ils n'aiment pas être désécaillés, ces petites bêtes-là. Alors, quand même, il faut dire qu'on est dans un phénomène qui est très occidental, qui est très, qui vaut pour les pays d'Occident essentiellement. Alors, les pays nantis, je dirais. Les pays nantis, voilà. Oui. Évidemment, dans les pays très pauvres, on a peu d'animaux de compagnie. On les mange plus tôt, c'est la viande de brousse. Je possède, en ce qui me concerne, me dit Dave, je cherchais son nom, pardon, 2 alpagas. Vous voyez, c'est camélidés. Ils sont là pour nous aider à la maintenance de notre gazon, dit-il. Alors là, on est à mi-chemin entre l'animal domestique et l'animal de compagnie, finalement. Alors, je dirais, c'est plus un animal d'agrément que véritablement de compagnie. C'est peut-être d'ailleurs tout un autre domaine qu'il faudrait explorer, celui de l'animal d'agrément. Oui, ça existe. C'est comme les pans dans les parcs. Les collections d'animaux, plus ou moins rares. Les pans, les daims, c'est très décoratif aussi. Les moutons qui ont des cornes très, très spéciales et qui valent très cher, qu'il faut aller chercher à l'autre bout du globe. Mais vous savez, ça n'a pas de limite. Moi, j'ai bien connu un veau qui avait été nourri au biberon par ses propriétaires, et le veau devenu taureau avait peur des vaches. Pourquoi pas ? Jean-Pierre Digard, L'homme et les animaux domestiques, anthropologie d'une passion, ça a été publié il y a quelques années maintenant chez Fayard. Merci beaucoup de nous avoir parlé de toutes ces petites bêtes qui font partie quand même de notre quotidien.